Alors maintenant, on va accueillir la Martinique, le CHU de Martinique, avec Ornella Cabra, qui va nous parler de la création d'une maison de la femme. Alors, bonjour à tous, donc, je suis le docteur Ornella Cabra, je suis infectiologue au CHU de la Martinique. Et donc, je remercie le comité d'organisation de la tenue de ce congrès. Et donc, je vais en effet vous présenter la diversité des besoins en santé sexuelle des femmes aux Antilles et ensuite vous parler donc, du projet de Maison des femmes et de la santé sexuelle en Martinique. Donc d'abord un focus sur notre cohorte de femmes infectées par le VIH en Martinique. Donc elle représente 394 femmes qui ont été vues au moins une fois entre janvier 2022 et septembre 2023, avec un âge médian au diagnostic de 34 ans. Il y a 103 femmes qui sont nées à l'étranger, dont 74 en Haïti et globalement 92 qui sont originaires d'une autre île de la Caraïbe. En ce qui concerne les modes d'acquisition, ça a été un peu coupé. Bon, majoritairement, je suis désolée, je n'ai pas les chiffres, du coup ça a été coupé. Majoritairement, c'est une transmission hétérosexuelle. Il y avait 4 femmes, c'était après un antécédent de transfusion, 4 autres pour une transmission materno-fétale, et une femme, c'était après usage de drogue intraveineuse. Et pour de mémoire, 14 autres, c'était un mode d'acquisition inconnu. En ce qui concerne les raisons du dépistage, 107 présentaient des symptômes liés au VIH au moment du diagnostic. 8 autres avaient une autre infection sexuellement transmissible au moment du diagnostic. 90 étaient enceintes. 90 ont réalisé ce dépistage à titre de dépistage de routine. Et du coup, c'est encore coupé. C'est un petit peu embêtant, il n'y a pas moyen de... Parce que là, il manque la moitié de la diapositive. En fait. Il y a des chiffres en dessous, ça a dû être coupé entre la version PPT. Bon. De mémoire, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Enfin, globalement, ce que je voulais ressortir de ça, c'était que la grossesse restait quand même un grand moment clé du dépistage par le VIH. En ce qui concerne la prise en soins, donc pour ce qui est des femmes nées dans un autre pays, la date d'arrivée en France était disponible pour 98 femmes et 17 connaissaient leur séropositivité avant d'arriver en France. Pareil, donc en dessous, il y avait normalement le délai entre la prise en charge et le début de traitement et de mémoire. Donc c'était évalué à 133 jours de médiane, mais comme vous le voyez là sur le graphique, ça dépendait aussi, il y avait pas mal de femmes dans la cohorte qui n'ont pas été mises d'emblée sous traitement puisque c'était avant les recommandations de mise sous traitement immédiate. En ce qui concerne le traitement pour l'infection par le VIH, l'ensemble des femmes de notre cohorte étaient traitées sauf 3. Donc c'était 2 femmes infectées par le VIH-2 et une VIH contrôleur. La majorité des traitements qui étaient mis en place, c'était donc 2 inhibiteurs nucléosidiques et avec un IP boosté, et pour l'autre majorité, c'était 2 inhibiteurs nucléosidiques avec un inhibiteur anti-intégrase. Au moment de 343 femmes, donc 87% des femmes de notre cohorte avaient une charge virale inférieure à 50 copies et des CD4 médians à 772, donc un bon suivi. On va parler maintenant du papillomavirus, donc avec un point sur la vaccination, le dépistage et puis un petit point sur les génotypes qu'on peut retrouver dans la population caribéenne qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut retrouver en France hexagonale. Bon. Vous avez ici en fait le bulletin de Santé publique France qui avait regardé donc un petit peu la couverture vaccinale dans Guadeloupe et Martinique par rapport à la France hexagonale, et globalement une couverture qui est franchement plus faible dans nos territoires, avec, vous voyez ici, en ce qui concerne au moins une dose
Ça représentait 26,5% en Guadeloupe, 17,6% en Martinique, contre un taux de quasiment 49% en France hexagonale. Et pour ce qui était de 2 doses, c'était 19,3% en Guadeloupe et 12% en Martinique, contre 42% en France hexagonale. Donc clairement une couverture vaccinale franchement plus faible, mais bon, on va le noter quand même, une petite tendance à la hausse, mais qui reste légère et à conforter. Toujours pour la vaccination contre le papillomavirus, donc on sait qu'il y a des déterminants qui agissent vis-à-vis de la vaccination. On sait que plus il y a une augmentation du niveau des revenus, plus la couverture vaccinale peut être augmentée. Et également, plus l'état des connaissances sur la vaccination est augmenté, plus on améliore la couverture vaccinale. Et en France hexagonale, ça avait été évalué que plus de 13% des parents de filles de 15 à 18 ans n'avaient jamais entendu parler de cette vaccination. Et on sait que, probablement sans avoir de chiffres bien précis, que le taux est encore plus élevé dans nos territoires. Et on avait réalisé en Martinique, il n'y a pas les chiffres, mais une étude au centre de dépistage où on proposait un questionnaire en fait, à toutes les personnes qui consultaient au Cégide, un questionnaire sur les connaissances globales sur le papillomavirus, sur son dépistage et sur sa vaccination. Donc globalement, nous, c'est une population très très jeune qui consulte au Cégide, mais une population qui est vraiment sous-informée, puisque 68% des répondants au questionnaire n'avaient jamais entendu parler du papillomavirus. En ce qui concerne le dépistage maintenant du papillomavirus, donc pareil, là, il y a d'importantes disparités interrégionales, et pour la période de 2015 à 2017, les taux de couverture les plus faibles, ils sont retrouvés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Mayotte, avec un taux inférieur à 50%. J'en profite pour vous parler un petit peu d'un projet qui avait été déposé en septembre, puis resoumis en mars à la NRS. Donc le projet Papillodrome, qui a pour objectif de de proposer aux femmes qui consultent en consultation de suivi d'infection par le VIH, un autotest pour le papillomavirus, avec pour objectif d'augmenter le dépistage, puisqu'on le sait, c'est des femmes qui sont plus à risque, mais qui pourtant ont des taux de dépistage très faibles. Un petit point sur les génotypes qu'on peut retrouver dans la Caraïbe. En Martinique, il y avait une étude qui avait étudié un peu la répartition de ces génotypes sur une cohorte de 1075 femmes qui ont été incluses entre 2009 et 2014. La prévalence HPV qui a été retrouvée, c'était 19,4% d'HPV de haut risque seul, 5,3% d'HPV de bas risque seul et quasiment 13% de co-infection. Les génotypes les plus fréquemment rencontrés, c'était le 51, 68, 53, 52. La conclusion de l'article était de voir que ce n'était pas forcément les mêmes HPV qu'on pouvait retrouver dans cette population, et se demandait par rapport à la vaccination s'il fallait s'interroger sur l'efficacité de la vaccination. Mais par rapport à d'autres études qui ont été réalisées dans d'autres territoires, on le voit quand même que globalement, on retrouve les HPV de haut risque qui sont contenus dans le garde d'asile, non avalants, et donc c'est quand même une vaccination à promouvoir au maximum. Un point maintenant sur la santé périnatale, puisqu'il y a eu une grande enquête périnatale en 2021 qui a été réalisée à la fois en France hexagonale et dans les territoires d'outre-mer. Donc ça représentait un échantillon de 800 à 1000 naissances par drôme, et c'était des questionnaires qui étaient remis aux mères à la naissance et 2 mois après l'accouchement. Et donc ça a été comparé avec les résultats de la France hexagonale. Ce qui ressort, c'est que les facteurs de risque, qu'il y a des facteurs de risque plus élevés, et notamment, ce qui ressort majoritairement, c'est la précarité, c'est davantage de femmes obèses au moment de leur grossesse, davantage de grossesses non désirées ou arrivées trop tôt par rapport à la France hexagonale, et puis les indicateurs liés à l'enfant également, avec davantage de petits poids de naissance ou des cododos plus fréquents. Si on regarde maintenant plus spécifiquement la santé mentale des mères, donc il y a un taux de dépression qui est plus important à celui observé en France hexagonale, et il est retrouvé de manière significative sur les 3 territoires pendant la grossesse, et uniquement en postpartum immédiat, c'était significatif uniquement pour la Guadeloupe.
mais quand même des points positifs avec un allaitement qui est plus souvent pratiqué et une consommation de tabac plus faible par rapport à la France hexagonale. Donc vous avez ici représenté les chiffres, mais en images et spécifiquement pour la Martinique. Donc on le voit, des femmes plus souvent obèses au moment de la grossesse, avec quasiment 25% de femmes obèses au moment du diagnostic, enfin, au moment de la grossesse, contre 14% en France hexagonale, davantage de grossesses non désirées ou survenues trop tôt, davantage de petits poids de naissance, 10,5% en Martinique, et davantage de cododo pour quasiment 32%. Mais davantage d'allaitements qui sont réalisés, qui sont poursuivis à la fois au moment de l'accouchement, mais qui se maintiennent 2 mois après l'accouchement. Vous avez ici représenté des chiffres du CREPS sur les interruptions volontaires de grossesse en Martinique entre 2020 et 2022. Donc, globalement, un chiffre assez stable entre 2020, 2021 et 2022, autour de 2100, mais à noter quand même une diminution des IVG chez les mineurs, puisqu'il est tombé de 4,2 à 2,7%. Donc plutôt un point positif. Et maintenant un focus sur les violences sexuelles, puisqu'il y a eu une grande enquête, l'enquête Virage Outre-mer, donc qui a eu lieu de janvier à décembre 2018, qui représente 2817 questionnaires, donc c'était 2015 femmes et 802 hommes, et qui s'attachaient à regarder les violences dans l'espace public, au travail, et les violences conjugales. Donc vous avez ici représenté les violences dans l'espace public. Et on le voit, donc plus de 50% des femmes ont déclaré avoir subi des sifflements, des interpellations sous prétexte de drague au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête. Quasiment 14% une situation de harcèlement, 2,6% des violences physiques dans l'espace public et quasiment 4% de violences sexuelles. En ce qui concerne les violences subies au travail, donc c'est 1 femme sur 20 qui déclare être victime de harcèlement sexuel au travail dans l'année, soit un taux doublé par rapport à celui retrouvé en France hexagonale. Okay. Et en ce qui concerne les violences intraconjugales, donc là, un écart qui se creuse encore plus avec ce qui est retrouvé en France hexagonale, avec 9,2% qui déclarent avoir subi des insultes, plus de 34% avoir subi des violences psychologiques, 3% des violences physiques et 1,6% des violences sexuelles. Alors se pose la question, parce que de manière concomitante, il y a eu une grande campagne de sensibilisation par rapport aux violences intraconjugales. Donc se pose la question de peut-être une réelle hausse des faits ou une hausse des déclarations concomitantes. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même davantage de situations qui sont rapportées. Et en fait, là, ce qu'on ne voit pas, mais c'est qu'ils ont calculé un indicateur global de violence intraconjugale qui prend en compte l'âge au moment de déclaration des faits, la durée du couple, etc. Et globalement, l'indicateur global est estimé à 18%. Donc tout ça pour vous parler maintenant de la création d'une maison des femmes, donc avec, on le voit, des besoins clairement identifiés. Et j'insiste sur dire que c'est maison des femmes, puisqu'on voit qu'il n'y a pas maison de la femme, parce qu'il y a quand même une pluralité des situations qui sont retrouvées. Et donc l'objectif est d'avoir une prise en soin dans une unité de lieu pour que chaque femme victime de violence puisse, dans un même lieu, avoir une consultation médicale, une consultation avec une assistante sociale, psychologue, pouvoir porter plainte sur place, etc. Donc l'objectif est d'aller vers ces situations, vers ces personnes en situation de précarité. Et donc l'objectif est de s'installer en secteur hypercentre de Fort-de-France. Et également, j'en ai pas beaucoup parlé, mais l'objectif aussi est de pouvoir ramener dans le système de soins les travailleuses du sexe qui sont situées, on le sait, dans le secteur hypercentre de Fort-de-France et également dans le Nord, et qu'on a du mal à voir au CHU. Donc, en pratique, je me dépêche. En pratique, donc là, les choses avancent un petit peu, puisqu'en fait,
Chaque ARS a reçu en fait depuis le Grenelle de 2019 des subventions, un financement qu'on appelle donc c'est le financement MIG P13 et donc ça c'est sûr maintenant il est bien arrivé au CHU de la Martinique, donc on va pouvoir utiliser ce budget et en fait ce budget va aussi permettre de pouvoir accéder au réseau Restart en fait qui est un réseau de maisons des femmes au niveau national et donc ça permet de partager des fonds privés qui vont permettre un fonctionnement au long cours et puis une expansion. Et puis dans un second temps, il y a un travail avec la communauté territoriale de Martinique, notamment peut-être avec un appel à projet au niveau des fonds européens pour avoir davantage d'argent et notamment aussi proposer un espace de logement en plus de cette prise en soin. Je crois que c'est tout. Oui. Je vous remercie pour votre attention.